attraper un poisson? Je sais pas, il faut attendre. Je vois passer des poissons. Ouais, mais ils s'intéressent pas à notre ligne. Bonjour les enfants. On a trouvé une canne dans la remise avec tout ce qu'il faut pour pêcher. Mais pour le moment... Ça mord pas. Moi, je préférerais qu'on ne prenne rien. Qu'est-ce que vous avez mis à l'hameçon? Rien du tout. Il fallait mettre quelque chose. Père Castor, je voudrais savoir où s'en va toute l'eau qui passe dans notre torrent. En attendant les poissons, écoutez bien l'histoire de Perlette Goutte d'eau. Un nuage voguait dans le ciel. 1001 gouttes d'eau y étaient douillettement assises. La 1001e se nommait Perlette. On s'ennuie ici. J'ai envie d'aller faire un petit tour sur la terre. Non, ne fais pas ça. Ça serait de la folie. Perlette vint jusqu'au bord du nuage. En bas, on voyait des petits carrés verts et jaunes qui étaient des champs et des petits points rouges qui étaient le toit des maisons. Bonsoir, un de ces jours. Ce fut une chute terrible. Elle eût pu se briser en arrivant sur la terre, mais elle tomba juste dans le cœur d'une anémone. Aïe! Que se passe-t-il? Ce n'est rien. C'est moi, Perlette. C'est heureux qu'à cette heure-ci, je n'ai plus soif. Roule-toi dans ce petit coin et tiens-toi tranquille. Ah, grand merci. Je suis rompue de fatigue. Et toutes deux s'endormirent. De bon matin, elles eurent la visite d'un papillon qui aurait bien avalé la petite goutte d'eau. Un peu plus tard, le soleil monta plus haut dans le ciel. Oh, je commence à mourir de soif. Va-t'en vite ou je vais être obligée de te boire. Dommage, je t'aimais bien. Adieu. C'était ennuyeux, tous ces gens qui voulaient la boire. Elle roula sur une feuille ronde et lisse, tenta de se retenir, trébucha. Une feuille de sauge, maladroite, l'envoya choir dans le ruisseau. C'était un petit ruisseau charmant. Je viens du nuage rose tout là-haut. Alors elles la regardèrent avec respect et s'écartèrent pour lui faire de la place. Elles se mirent à courir toutes ensemble. Tout à coup, Perlette sentit qu'on l'entraînait plus vite. Mais où allons-nous? Au moulin. La roue tournait avec un grand bruit et chaque goutte d'eau s'élançait pour être la première. Perlette poussa de toutes ses forces avec les autres, tant et si bien qu'elles culbutèrent et se retrouvèrent en bas dans le ruisseau, tout échevelé d'écume. Maintenant, on longeait une sombre forêt où des hommes menaient grand bruit et frappaient les arbres de leurs cognets. On les sciait en morceaux et on lançait ceux-ci dans la rivière. Quel travail, pousser toutes ces bûches devant nous, mais quelle fatigue. Perlette s'y mit de bon cœur. Un petit rondin de bouleau lui était tombé sur la tête. Il lui promit de se faire le plus léger possible. Alors ils devinrent amis, et tout le jour, l'un poussant l'autre, ils naviguèrent. Le soir, il arriva une triste chose. Toutes les bûches se rassemblèrent à un coude de la rivière, et des hommes les ramassèrent pour les charger sur des camions. Perlette eut tant de chagrin qu'elle ne voulut pas s'éloigner. Elle s'accrocha aux herbes de la rive. Une sarcelle quittant son nid l'aperçut. Pourquoi es-tu si triste? Je ferais peut-être mieux de remonter dans mon nuage. Roule sur mon dos, je t'y porterai. Mais un gros rat jaillit, effrayant la sarcelle. Perlette interrogea un gros poisson qui, entre deux eaux, se chauffait au soleil. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Goutte d'eau tu es, goutte d'eau tu dois rester. Que chacun se contente de son sort et tout ira mieux. Tout en parlant, il goba une mouche. Mais au bout de la mouche, il y avait un hameçon. Au bout de l'hameçon, une ligne. Et au bout de la ligne, un pêcheur. Contente-toi de ton sort. Elle repartit au fil de l'eau. Le petit ruisseau était devenu un grand fleuve qui transportait des péniches. Un peu plus loin, il n'y eut plus d'herbe sur la rive, mais des quais en pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ville. Que c'est laid. Pas du tout, c'est très joli. Viens faire un tour, viens. On entre par cette grille et on ressort à l'autre bout de la ville, par l'égout. Et Perlette continua son chemin jusqu'à la sortie de la ville. Elle y trouva ses compagnes. Nous nous sommes bien amusés. J'ai rincé des légumes dans une cuisine. Moi, j'ai lavé les mains d'un petit garçon sale. Autour d'elle, des trognons de choux, des papiers gras et toutes sortes de détritus. Le petit ruisseau était bien plus agréable. Et elle nagea toute la nuit. Au matin, il n'y avait plus de rive et les autres gouttes étaient toutes salées. Elle était arrivée dans la mer. C'était si grand qu'elle eut peur. Oh, j'en ai assez, je veux retrouver mon nuage. Alors reste-toi au soleil. Soleil, fais-moi remonter dans mon nuage. Et le soleil souffla sur elle de toute sa force. Elle se sentit réchauffée et tout allégée. Et tout à coup, elle se mit à remonter vers le ciel comme une bulle de savon. Elle retrouva son petit nuage rose et ses 1000 compagnes. Je ne retournerai plus sur la terre. Vous y retournerez toutes ensemble, dit le nuage, la prochaine fois qu'il pleuvra. En attendant qu'il pleuve, on n'a toujours pas de poisson. Ils ne mordent pas l'hameçon. Ils n'ont peut-être pas faim. Mais les moutons ne mangent pas
veux-tu des marguerites? Ne t'en fais pas. Toutes les plantes font des graines qui sont prêtes à germer dès que le printemps revient. Et dans chaque pâturage, tu peux découvrir des centaines d'herbes et de fleurs différentes. Père Castor, j'aimerais aller à la montagne pour regarder les fleurs et les étoiles. On a dit qu'il y avait de grands troupeaux. Mais seulement en été quand la neige a fondu. Quand l'herbe et les fleurs ont poussé. Connaissez-vous l'histoire de Cigalo? Non. Quand Cigalo s'en va dans la montagne. Non. Cigalo, les chiens de la ferme avertissent ceux des troupeaux. Attention là-haut, on vous envoie encore Cigalo. Et les chiens des troupeaux répondent: ça va bien, on veillera sur lui. Un des chiens du troupeau est descendu à petits pas au devant de Cigalo. Voilà Cigalo. Oh, il a un peu chaud, ça monte dur. Ah, repose-toi, dit le chien en se mettant en travers du sentier pour l'empêcher d'aller plus loin. Prends une fraise pour te rafraîchir, dit le fraisier. Prends mes belles petites baies noires, dit la myrtille. Et par-dessus les buissons, de ses longs doigts fourchus, le framboisier lui tend ses framboises. Cigalo rit. Et le rire de Cigalo paie chacune de ses peines. Cigalo a repris sa marche. Dans le ciel, le soleil s'amuse à le regarder. Mais tout à coup, quelqu'un s'écrie: Cigalo a oublié son chapeau, il va attraper un coup de soleil. Le frelon part comme une flèche, réveille le vent qui dort par là, dans les bruyères. Fou, fou, dit le vent en s'envolant. Je lui trouverai bien un chapeau, moi, à ce Cigalo. Il monte vers la prairie. Il me faut une campanule, vite, la plus grosse. Ce n'est pas moi d'une toute petite, va voir près des sapins. Près des sapins, il y en a une, en effet, énorme. Elle se laisse cueillir et, poussée par le vent, elle arrive sur la tête de Cigalo. Le voilà sauvé des coups de soleil. Maintenant, Cigalo monte le long du ruisseau qui, lui, descend à toute vitesse. Bonjour, bonjour, crient en passant les petites gouttes d'eau, pressé d'aller sauter la cascade un peu plus bas. Bonjour, fait Cigalo. Il fait un grand geste de la main, un grand pas de travers. Il se relève, il trébuche, il va tomber. Mais une branche étend son grand bras et attrape Cigalo par le fond de sa culotte. Juste au moment où il piquait une tête dans le ruisseau. Cigalo se retourne avec inquiétude. Est-ce que la branche n'a pas fait un accroc à sa culotte? Même pas, quelle chance. Cigalo en a assez de suivre le chemin. Il a envie de grimper au plus court à travers les pierres et les buissons. « Passe par ici !» lui crie le genévrier, entendant ses feuilles piquantes. « Monte sur mon dos !» dit un gros rocher. « Attention, Cigalo, où vas-tu poser la main ?» Juste sur une vipère qui dort en haut du rocher. Elle va se réveiller sans comprendre, elle aura peur et mordra la petite main de Cigalo. « Attention !» crient les mousses du rocher. Mais elles ont une si petite voix que personne ne les entend. Un peu plus haut sur la pente, un mélèze a poussé parmi les roches. Il est très vieux. Entre ses grosses racines, il retient de petites pierres. L'une d'elles a vu le danger. « Lâche-moi, mais lâche-moi donc !» crie-t-elle au mélèze. « Je vais essayer, sois patiente. » Aïe, oui, j'ai mis le mélèze en essayant de desserrer ses vieilles racines tordues. Ouf, ça y est, enfin, la petite pierre délivrée court sur la pente. Bang, elle envoie promener la vipère qui file comme ça juste au-dessus de la tête de Cigalo et va tomber dans le ravin. À force de monter, Cigalo est arrivé dans la prairie. Tout le troupeau accourt gaiement à sa rencontre. Bé, 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 bé. Bé, meu. Même le grand taureau noir s'est dérangé pour lui. Bé. Et toutes les clarines chantent ensemble. Les petites font drin, les moyennes font dran, les grosses font drong. Je veux être un mouton, moi aussi. Dit Cigalo. Les bergers rient. Ils lui mettent une peau de mouton sur le dos. Une sonnaille au cou, et voilà Cigalo à quatre pattes. Le petit des agneaux du troupeau joue avec lui, front contre front, et l'envoie rouler sur le dos. Cigalo ne le dira pas à sa maman, elle le gronderait sûrement. Puis il s'installe tout contre son adversaire et s'endort, la tête posée dans la douce laine de l'agneau. Ah, je veux aussi m'endormir contre un agneau. Eh, mais je suis pas ton agneau. Oh, en ce temps-là... Le roi s'asseyait sous un chêne. Oui, pour rendre la justice. Oh, bah tout le monde sait ça. Raconte-nous, Père Castor.
Le roi qui ne pouvait pas éternuer. Il commençait la journée par un éternuement formidable. À vos souhaits, mon roi! Merci, merci, belle journée. Où sont mes pantoufles? La journée commençait dans la joie, car le roi avait richement, profondément éternué. Le cuisinier allumait le feu dans les fourneaux. Les serviteurs s'affairaient dans les couloirs, les dames d'honneur cueillaient des fleurs dans les jardins, et le bonheur régnait sur le palais, sur la ville, sur le pays, car le roi avait éternué. Mais ce matin-là, le roi essaya d'éternuer. Il regarda en l'air, se pinça les joues, se chatouilla les narines, là, juste au bout du nez. Non, là. Non, rien à faire. Énervé, le roi sauta du lit. La cour qui attendait son réveil s'inquiétait. On n'avait pas entendu son éternuement, et c'était très mauvais signe. Ça vient. Ça y est, presque. Les gentilshommes de la chambre l'habillèrent et l'assirent sur le trône. N'y arrive pas, je ne peux pas. Toute la cour était en émoi. Il me semble que... Les gardes embouchaient leurs trompettes et gonflaient leurs joues. Mais... Rien. Essayons un bain de pied glacé. Le plus triste, c'est que personne ne pouvait aider ce pauvre roi. Dans le palais, tout ne fut bientôt que crainte et désespoir. Le feu s'éteignit dans les cuisines, le travail cessa. Les dames d'honneur se réfugièrent dans le salon de la reine pour pleurer. Rien n'allait plus. Le roi ne recevait plus les ministres. On ferma les magasins. On ferma les écoles. Chacun rentra chez soi et ferma ses volets. Seul le jardinier du roi continuait son travail. Avec ou sans éternuement, il avait le cœur gros et ses yeux brillaient comme des étoiles. En secret, il aimait la princesse depuis qu'il l'avait vue à sa fenêtre. Mais la princesse ne connaissait pas le jardinier. Elle se préoccupait peu de savoir d'où venaient les fleurs qu'elle recevait tous les matins. Elle avait ce jour-là bien d'autres soucis. Sa vieille nourrice était de bons conseils et connaissait beaucoup de choses. Elle était si vieille qu'elle confondait les pelotes de laine avec le chat couché sur ses genoux. Mais elle savait en revanche que le jardinier aimait la princesse. Il faut faire sortir le roi et l'asseoir sous le pommier du jardin. Pourquoi sous le pommier? Une idée comme ça. Alors on installa le roi sous le pommier. Ça y est. Oh non, pas encore. Il faisait bon ce jour-là. Un clair soleil caressait les belles pommes rouges qui se balançaient sous les branches. Les gardes sonnent de la trompette. On accourt de partout pour entendre la merveilleuse nouvelle. Le roi a éternué, il a éternué, le roi. On ouvrit les volets, on descendit dans la rue, tout le monde était content. Qui mérite récompense? Le pommier. Il faut lui tresser une couronne d'or, lui accrocher des pommes d'argent, l'asperger de riches parfums. La récompense est due à celui qui a planté le pommier. Et on amena le petit jardinier, car bien sûr, c'était lui qui avait planté le pommier. Qu'est-ce que tu désires? La main de la princesse. Oh, dehors à la porte, l'insolent, le fou, on n'a jamais vu ça! Mais la princesse regarda le joli et doux jardinier. Je veux bien. Et l'on fit les préparatifs pour les noces. Voilà une histoire qui finit bien. Et maintenant, si nous allions sous le pommier? Pour regarder mûrir les pommes? Oh, je crois qu'il faudrait attendre longtemps. Pour essayer d'éternuer? Pour voir si une pomme nous tombe sur la tête. Je sais. Pour voir la princesse et le jardinier. Mais oui. Allons voir. Ah oui. Demain, je passe l'aspirateur. On va être obligé de ranger. Cette chambre ressemble à une tanière. À l'antre des castors préhistoriques. Oh non, je veux pas imaginer ça. Alors on range. Tout à l'heure, raconte-nous d'abord une histoire, Père Castor.
Blancheline. Oh non, je peux pas te regarder. Tu me fais trop peur. Mais le chien veut jouer. Il jappe comme un fou. Il renverse la caisse. La petite porte s'ouvre. Oh, il va m'attraper. Comment me sauver? Vite, elle se glisse entre les barreaux de la clôture. Le chien ne peut pas la suivre, il est trop gros. Blancheline court, court, court. Elle traverse les champs couverts de neige. Plus de chiens, plus personne. Oh, comme le monde est grand. Oh, je peux courir où je veux. Et aussi longtemps qu'il me plaît. Oh, je suis fatiguée. Maintenant, je me repose un peu. Comme c'est bon de se reposer. Arrive un lapin de Garenne. Un lapin tout blanc? Ça existe vraiment? Bonjour. Petit lapin blanc. Bonjour, lapin tout brun. Oh, moi, je m'appelle Blancheline, j'ai un peu faim. Avez-vous des croûtes de pain? Des croûtes de pain? Quelle drôle de chose. Moi, je m'appelle Brin de Garenne. Vous avez faim? Venez. Il y a là-bas un chou, à peine rongé. Nous allons le partager. Oh, c'est bon, ça croque, c'est frais. Moi, je l'ai pas toute mouillée. J'ai un peu froid. Avez-vous de la paille bien sèche pour me réchauffer? De la paille bien sèche? Quelle drôle d'idée. Vous avez froid? Vous êtes toute mouillée? Mon terrier n'est pas loin. Un terrier? Qu'est-ce que c'est que ça qu'un terrier? C'est ma maison et il y fait bon. Venez, nous y serons bien. Et les voilà partis. Blancheline suit son amie. Mais attention, le renard les a vus. Est-ce que... Attention, le renard! Il va nous manger. Venez vite, courons au terrier. Encore courir? Moi, j'en peux plus. Est-ce que rien ne va nous sauver? Blancheline se fait toute petite. Elle a tellement peur qu'elle ferme les yeux. Le renard s'élance derrière Brin. Hop, il entre dans son terrier, il est sauvé. Encore raté. Le renard s'éloigne, fâché. Il ne remarque pas Blancheline, une petite boule blanche immobile dans le creux de la neige. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne vient pas? Oh, le renard l'aura mangé. Tristement, il s'avance en l'appelant doucement. Brusquement, il sursaute. Il a posé les pattes sur une boule de neige chaude et qui bouge. Lapin, vous marchez sur mon dos. Oh, Blancheline, vous êtes sauvée. Le renard aussi vous a prise pour une boule de neige? Oh, vraiment, il est parti. Oh, je tremble de peur. Oh. Vite, venez chez moi. Nous y serons à l'abri. Oh, oui, je vous suis, Brin de Garenne. Je ne vous quitterai plus. Tant que durent les grands froids, les deux lapins sortent peu. Enfin reviennent les beaux jours. Brin de Garenne, s'il ne bouge pas, on le voit à peine. Et Blancheline, où est-elle donc? Je suis ici au fond du terrier. J'ai des petits traits doux. Un comme moi, un comme lui, un comme lui et moi, et un comme moi et lui. Alors, Blancheline, elle habite dans un terrier. Maintenant, c'est sa maison. Elle ne retournera plus jamais dans sa cage. Mais non, évidemment. Ouais, et moi, je crois que Blancheline, elle aurait jamais rencontré Brin si elle était restée dans sa cage. Ah, c'est vrai. Je me demande comment ça marche. Qu'est-ce qu'il est beau! Moi, je crois que c'est le vent. Mais c'est la ficelle aussi. C'est tout cela à la fois. Ah bon? Tu nous expliqueras comment ça marche?
De là-haut, on doit avoir une vue magnifique. Tu crois qu'on peut voir la maison? Elle doit être toute petite, la maison. Tu crois qu'on peut voir toute la terre? Mais non, la Terre est ronde. Et alors? On peut la voir tout entière? On peut la voir comme une boule? Seulement si on va très très haut. Ah. Attachez votre cerf-volant et regardez ce livre, vous allez mieux comprendre. Ah oui, une histoire. Mon lit dans les étoiles. Je suis dans mon lit, comme un pépin dans un fruit. Et mon lit est bien à l'abri dans ma chambre. Ah! Moi aussi, je me trouve bien dans ta chambre. Et moi, je dors bien tranquille sous les couvertures. Et ma chambre, tout en haut et perchée, dans ma maison. C'est tout en haut des escaliers. Et ma maison se tient bien tranquille dans la rue. Tiens, c'est là que tu habites? Oui, c'est là qu'on habite tous les deux. Et la rue tranquille fait le tour de la ville. Et la ville, c'est un petit coin de la terre. Et la terre, c'est un petit coin de l'univers. Alors moi, comme ça, je dors dans les étoiles. Et c'est pour ça que moi, je dors dans les étoiles. Même si mon lit est bien à l'abri dans ma chambre. J'ai jamais pensé que je dormais en tournoyant dans les étoiles. C'est beau. Ouais. Mais ça donne un peu le vertige. Bah, c'est comme le cerf-volant. Père Castor, tu dois nous expliquer. Comment ça marche, un cerf-volant? Eh bien, c'est assez simple. J'en étais sûre. Ah. Le vent souffle dans la toile et la ficelle... Si elle est bien réglée, parce que sinon... Ah bah oui, mais tu sais, c'est pas si simple. Bah si, écoute. La ficelle l'oblige à rester face au vent. Et pourquoi il a une si grande queue? Avec des petites papillotes. C'est pour faire joli.